Et là, un missile tombe derrière toi. Ou pas. Et vous le voyez, large explosion à l'instant. C'était d'une violence inouïe. Toi, du coup, t'es là-bas, tu vis cette réalité, tu continues ton duplex, c'est impressionnant. On interrompt ce direct. Claire, vous mettez à l'abri tout de suite. Claire, bienvenue dans l'Expresso, s'il vous plaît. Le souffle, il est extrêmement puissant. Il y a l'effet de blast, les balcons qui tremblent, il y a des vitres qui se cassent, il y a cette frappe, il y a ce qu'on vit, il y a les habitants autour. C'est surtout ça qui nous monopolise. Je me suis jamais dit, je vais être reporter de guerre. Quand t'es arrivé donc le 8 octobre, c'était quoi l'état d'esprit des Israéliens? Le lendemain de l'attaque, il y a encore toutes les découvertes. Il y avait aussi cette peur qu'il y ait encore des terroristes infiltrés dans le pays. Et il y a des interviews qui peuvent être extrêmement dures à entendre. Le fait de ramener ce genre de témoignage, je pense, c'est très très important aujourd'hui. Cet entraînement, c'était un enlèvement. On est les yeux bandés, on est déshabillés, on s'est retrouvés dans le noir. Si les gens étaient plus sensibles et comprenaient mieux aussi ce qui se passe, il y aurait peut-être moins de conflits aussi. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Un expresso, s'il vous plaît. On vit dans un monde où on swipe des images de guerre, où l'horreur devient presque abstraite. Mais pour certaines personnes, c'est pas qu'une image. C'est un endroit, c'est réel, c'est leur quotidien. Être là quand ça crie, quand ça tire, quand ça explose, quand tout peut basculer. Et revenir, puis raconter. Pour cet épisode, j'avais envie de vous partager l'histoire de quelqu'un dont c'est le métier de raconter cette réalité. Aujourd'hui, je reçois Claire Cambier, qui est journaliste de guerre. Claire, bienvenue dans l'Expresso, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comment tu vas? Très bien. Merci de me recevoir. Ça fait très plaisir, franchement, de t'avoir ce matin. C'est vrai que je suis un peu, alors je suis pas stressé, mais je suis un peu impressionné parce que forcément, tu as un métier qui est vraiment incroyable. C'est un vrai choix de vie aussi. Et j'ai hâte que tu me racontes un peu tout ça. Et justement, est-ce que tu peux me raconter déjà dans un premier temps un petit peu ton parcours? Comment t'en es arrivé là? Journaliste, déjà, c'est vraiment mon rêve de petite fille. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je me suis orientée dès mes études là-dedans. Après, j'ai fait des choses très différentes. J'ai pu travailler dans des chaînes locales, des boîtes de production, pour le web également, pour le fact-checking. Et je suis maintenant depuis quelques années à LCI, Ok. où du coup, je réalise des reportages. Depuis combien de temps du coup à LCI? Ça va bientôt faire 10 ans. 10 ans, ok. Ok. Et à quel moment tu t'es retrouvé pour la première fois sur une zone de guerre? Quand est-ce que tu as décidé justement de prendre ce tournant dans ta carrière de journaliste, de partir justement sur le terrain? L'international, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais je me suis jamais dit: «Je vais être reporter de guerre». La bascule, en fait, elle a été avec la guerre en Ukraine où, effectivement, il y a eu beaucoup de besoins et cette guerre, elle éclate aux portes de l'Europe. Moi, c'est mon métier de couvrir les événements, ce qui se passe, dans le monde et j'étais, très frustrée de le couvrir depuis, Paris. Donc je suis allée voir mon chef et je lui ai dit: «Écoute, j'ai pas l'expérience, de terrain de guerre, mais s'il y a des besoins, sache que je suis volontaire, je suis prête à partir» et il me dit: «Tu es sûre? Parce que ça peut être très rapide» et je suis partie le lendemain. Ok, ah oui, le lendemain tout de suite. Ah, c'est fou. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, en gros, ce shift où tu t'es dit, ouais, j'ai envie d'aller rencontrer ces populations, d'aller sur ces zones de conflit. Genre, pourquoi justement cette envie d'être allé voir ton chef et de dire, allez, j'y vais? Toi, Ouais, psychologiquement, en fait, qu'est-ce qui t'a heu, poussé à le faire? parce que c'était vraiment, l'actualité, et c'est toujours intéressant, d'être sur le terrain pour mieux comprendre. C'est notre métier en fait, c'est, d'aller, voir les populations, de discuter avec elles, de rapporter leurs histoires, que ce qui se passe dans leur pays en fait, soit compréhensible et vu, partout dans le monde et notamment, depuis la France. Je dis souvent en fait dans des terrains de conflit, tout est histoire. On n'a qu'à, se pencher et en fait, on a un reportage, finalement, directement. Tout est plus fort aussi peut-être. Ouais. C'est ça aussi qui nous pousse à toujours, y retourner. Oui, il y a une espèce d'adrénaline, in a way. Oui, l'adrénaline, Ouais. faut pas s'en cacher, c'est aussi quelque chose qui nous attire et qui nous fait y retourner. Mais ce qui m'intéresse le plus en allant dans ces pays-là, c'est, d'aller voir la population et de raconter leur histoire. C'est ça. Et souvent d'ailleurs, on a un retour, extrêmement positif. Je donne souvent l'exemple, des petites mamies sur le front.
Notamment en Ukraine, en fait, quand on est proche du front, il reste très peu de population. Ce qui reste, bien souvent, c'est les personnes âgées qui ne sont pas prêtes à tout quitter. Ils nous disent, ben, j'ai fait toute ma vie ici. Voilà, je mourrai ici peut-être bientôt, mais au final, voilà, ma vie est là, c'est ma terre. Donc ils ne veulent pas partir et quand on arrive sur place, ils voient des étrangers, qui viennent s'intéresser à eux, raconter leurs histoires et on a toujours un accueil, absolument incroyable. Je pense que c'est ça en fait qui est le plus fort, c'est ces témoignages finalement, c'est d'aller à la rencontre de cette population qui effectivement vit quelque chose qui est complètement irréel in a way, mais qui est réel Oui et pour eux. eux, c'est leur quotidien. Ouais. Ça peut paraître irréel, vu de loin, mais eux, au final, ils vivent dans un pays en guerre. Alors, un pays en guerre, ça veut dire beaucoup de choses. Hem, je pense que beaucoup de gens s'imaginent, que tout est détruit, qu'il y a des bombardements partout. C'est pas ça la réalité d'un pays en guerre. Il y a aussi, des villes qui sont loin du front, où finalement la vie continue et où pour eux d'ailleurs c'est, hyper important, de continuer à vivre, d'avoir cette reconnaissance pour les soldats qui se battent, pour justement qu'ils puissent avoir une vie quasiment, normale. Donc là, on est en 2022 justement, donc quand tu pars en Ukraine, comment ça se passe un petit peu? Donc du coup, tu pars du jour au lendemain, j'imagine, bah, forcément les avions, c'est plus, comme Il y a les pas lignes d'avion. classiques, il y a pas d'avion. Comment ça se passe? Comment tu arrives en Ukraine? Et c'est quoi aussi ta réaction quand tu arrives? Alors, Comment donc tu te sens? pour aller en Ukraine et c'est encore le cas, aujourd'hui, on prend un vol, du coup pour un pays, frontalier, donc généralement la Pologne, et on fait la suite du chemin en voiture. Donc à l'époque, on allait en voiture à la frontière, on traversait à pied et on reprenait un autre moyen de locomotion, de l'autre côté. Là, c'était assez incroyable à cette époque-là puisque à la frontière, au tout début de la guerre, il y a, énormément de tentes, d'ONG qui sont là, qui accueillent en fait tous les réfugiés et toutes les personnes, toutes les femmes et les enfants qui, fuient le pays et donc du coup, déjà rien qu'à la frontière, on est dans le bain, Ouais, tu si sens je une peux me ambiance un peu permettre. On est dans particulière, une ambiance un peu particulière, ouais. voilà, de fuite. Et puis une fois, dans le pays, c'est aussi, moi l'Ukraine, un pays que je découvrais. Donc, je découvre, le pays, les villes, les habitants et c'est ce que j'expliquais, tout à l'heure. Les 1res villes, elles sont loin de la frontière et donc du coup, on est, aussi impressionné de voir qu'en fait, la vie peut continuer, Oui. qu'il y a une vie, normale avec, des magasins qui restent ouverts. Alors il y a des couvre-feux, c'est une vie, complètement différente, mais c'est pas, des bombardements H24 partout. Oui, c'est plutôt ciblé et en fait, effectivement, quand on voit à la télévision, dans les médias, on a l'impression que c'est partout alors qu'effectivement les gens continuent à vivre et c'est ça qui doit être impressionnant. Je pense le contraste justement entre, ce qui est montré dans les médias, parce que quand on arrive sur le terrain, on se dit: «Ah oui, putain, ces gens, mais ils continuent à vivre alors qu'ils vivent quelque chose de dingue». Oui, oui, ils vivent, une agression sans précédent C'est ça. et donc du coup, pour eux, ça a été, ouais, un moment de bascule et j'imagine que même les Ukrainiens ne se doutaient pas, qu'on serait encore dans cette situation, encore, dans un en guerre 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, effectivement. C'est vrai que c'est 4 ans, c'est long. Mmh. C'est et justement, tu étais, donc tu as couvert l'Ukraine. Ensuite, tu as continué donc du coup sur d'autres zones de conflit, notamment, en ce moment, donc il y a conflit, au Middle East. Tu es parti, en Israël. Tu es parti à Beyrouth aussi, très Ouais. récemment. D'ailleurs, tu es rentré il y a 2 Alors, semaines. en Israël, j'y suis allée, surtout pour, couvrir le 7 Le octobre. 7 octobre, du coup, OK. Donc, moi, j'y suis allée le lendemain, le 8 octobre. OK. Donc, et je suis également retournée à de multiples reprises, en Israël, notamment pour la guerre des 12 jours. Depuis, là, le début, de la guerre au Moyen-Orient, je suis pas retournée en Israël, je suis allée, uniquement au Liban. OK, OK et du coup, quand tu es arrivé donc le 8 octobre, après, les attaques du 7, c'était quoi l'état d'esprit des Israéliens à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as couvert? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ça? Ouais, bah, ça a été une situation, difficile pour les Israéliens. Ça a été un vrai traumatisme et puis quand on arrive vraiment le lendemain de l'attaque, il y a encore, toutes les découvertes des kibboutz. Il y avait aussi, cette peur, qu'il y ait, encore des terroristes infiltrés, dans le pays. Il y avait, de nombreuses alertes,
notamment aux abords de la bande de Gaza. C'est un autre pays, c'est un autre conflit, c'est pas du tout la même situation. Ouais. Beaucoup de traumatismes et on découvre petit à petit, finalement, en fait, ce qu'il s'est passé. Oui, ouais, en fait, les infos, elles étaient un peu au compte-gouttes, Et c'est notre métier aussi justement, chercher. d'aller chercher d'aller voir les témoins, d'aller, chercher dans les kibboutz, ce qu'il s'est passé, d'essayer de se rapprocher au plus, des zones de massacre pour, mieux comprendre et rapporter, ce qu'il s'est passé, c'est ça Et de notre travail. façon, aussi, hyper impartiale finalement parce que du coup donc tu couvres Israël. Après donc, il y a l'éclatement effectivement de la guerre au Middle East, tu couvres le Liban qui est en conflit du coup avec Israël. Et effectivement, toi, en tant que journaliste, tu es toujours obligé d'être dans une impartialité complètement totale, Oui. qui doit être ça doit pas être facile tout le temps d'ailleurs. Non, c'est pas facile tout le temps, ouais. Ouais, C'est pas facile tout le temps, mais oui, on se doit d'être neutre. Et il y a eu, oui, il y a eu vraiment eu, cette couverture, Israël et cette couverture Liban où, j'ai eu l'impression, de voir l'autre côté, ouais, l'autre versant de l'histoire ouais. et ça aide aussi évidemment à comprendre et les sentiments des uns et des autres, qui, sont, séparés, par une frontière infranchissable, hein. La frontière entre Israël et Liban, elle est, fermée. Il y a aucun contact entre, ces 2 populations et Et toi, du coup, en tant que journaliste d'ailleurs, comment tu fais pour, parce que normalement quand, tu es allé en Israël, tu peux pas aller vraiment au Liban et inversement, je pense, sur le passeport? oui, alors, les journalistes, on a 2 passeports qui sont différents et qu'on utilise en fonction des pays, où on va, parce qu'effectivement, c'est, plus compliqué, d'aller, en Israël et en Syrie, juste après, par exemple. Généralement, les autorités le savent. On est Oui. des personnes publiques, on fait des reportages qui sont, visibles même sur les réseaux sociaux et donc du coup, c'est pas quelque chose qui est, non plus, méconnu. Tu jamais eu de problème avec ça? Tu t'es jamais fait arrêter, N non, je me suis pas fait arrêter. On Ouais. peut être interrogé sur, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a couvert. Du coup, effectivement, donc tu as couvert le Liban. C'est une guerre qui est d'une violence assez extrême. Oui, En plus, on la vit, comme je disais dans mon introduction, on la vit vraiment en 4K sur nos écrans, je veux dire, nous, en tant qu'occidentaux. C'est impressionnant. On ressent même la violence à travers nos écrans. Toi, tu étais sur le terrain et d'ailleurs, j'aimerais te parler d'une situation que tu as vécue, bah, il y a vraiment 3 4 semaines. Tu étais en duplex avec, LCI et là, un missile tombe derrière toi, mmh, vraiment à quelques dizaines de mètres. C'était d'une violence, inouïe. Même en plateau, il y a eu un choc, les gens qui regardaient étaient complètement aussi, abasourdis oui, par ce qu'ils venaient de voir. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est, effectivement, le direct. On est abreuvé ouais. d'images en permanence et toi, du coup, tu es là-bas, tu vis cette réalité, tu continues ton duplex, c'est impressionnant. C'est un professionnalisme qui est fou. Bah, c'est mon travail de Ouais. raconter, ce qui se Tu vois, passe. c'est fou de Donc dire: du «C'est mon coup, travail». Il y a un missile qui tombe derrière toi et c'est non mon mais je travail. je pense aussi qu'il y a une vraie différence entre les personnes qui sont sur le terrain, où du coup on voit ce qui se passe, autour, on a une meilleure compréhension, qu'une personne qui regarde avec un écran interposé et qui du coup, voilà, se prend ça en pleine figure. Pour, Ouais. raconter un peu les dessous, l'immeuble qui se fait frapper, pendant, mon direct, il y avait eu une alerte, de l'armée israélienne qui avait indiqué, 1 heure avant qu'elle allait, cibler ce bâtiment. Nous, on a pris la décision à chaque fois, en fait, quand, on va dans des, zones, plus compliquées, on travaille en équipe et on discute de, jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Là, nous, on avait pris la décision de rester un peu à l'écart, le temps que la frappe, arrive. OK. Donc dans ces cas-là, tu as une frappe d'avertissement, sur un coin de l'immeuble et qui alerte les habitants, «Attention, la grosse frappe va arriver». Bon déjà, il faut quand même se rendre compte, c'est un immeuble complet, l'alerte elle est venue juste 1 heure avant la frappe. Ouais, Ça veut dire que tous les c'est habitants court. doivent vider, voilà, prendre, quelques affaires et partir. Ouais. C'est, aussi, des scènes de fuite qui sont quand même, Bah, c'est un stress immense, impressionnantes. j'imagine, Ah bah, pour la population, c'est un stress, immense, ouais, ouais, évidemment et puis c'est aussi, cette crainte de perdre, tout ce qu'ils ont, de perdre, toutes leurs affaires et toute leur vie. C'est c'est ça. aussi des situations, compliquées. Je reviens donc du coup à cette évacuation, cette frappe, d'alerte. On attend la vraie frappe arrive. Donc on est avec quelques habitants, pour, justement,
recueillir leurs témoignages, voir comment ils réagissent, ce qu'ils pensent aussi de cette situation. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on se dirige vers l'immeuble. Ok. On arrive devant l'immeuble, donc il a été frappé, mais je vois qu'il est encore bien debout et que la frappe n'était pas si importante. Et donc, je préviens en régie que potentiellement, il peut y en avoir d'autres. Oui, parce que là, en Je fait, commence tu te doutais que direct. c'était pas la seule frappe. Voilà, ouais, je reste vigilante en réalité parce que Ouais. j'essaie dans un coin de la tête. Ok. Et puis, c'est aussi donc, comme je te disais, notre travail donc du coup de continuer, de rapporter et même s'il y a des frappes, voilà d'agir. Certains comparent ça avec, le métier par exemple de policier ou, de médecin, qui, dans des situations, qui peuvent être, extrêmement, stressantes et ben, en fait, sont dans leur activité et donc du coup, c'est ça qui nous aide en fait à rester, calmes, à continuer en fait à agir et à finir notre, travail, parce que voilà, on a un but, on a un objectif, on Mentalement, sait tu pourquoi on est. compartimentes. Voilà, on compartimente un peu mentalement. Ok. Et donc, du coup, ouais, tu as cette frappe et tu continues quand même à faire donc ton, ton duplex. Et la personne en plateau, du coup, comment s'appelait la journaliste déjà? Marie-Aline. Marine, c'est ça, donc qui était effarée et avait très peur d'ailleurs pour toi et aussi ta coéquipière Charlotte Lefetté Mmh. qui était avec toi. Et du coup, donc tu as finalement arrêté quand même ton duplex. Qu'est-ce qui se passe après? C'est la panique sur place? Comment ça se passe? Et toi, dans quel esprit est-ce que tu te rends compte aussi de ce que tu viens de vivre? Oui, on se rend compte de ce qu'on vient de vivre. En réalité, hein, le Ouais, le souffle, il est, extrêmement puissant. ouais, Il y a l'effet de blast, donc du coup, on le ressent, même, voilà, dans notre corps, ce souffle. Donc ça reste impressionnant. Après, il y a des choses qu'on n'a pas vues. On a regardé les images après coup avec, Charlotte, Lefetté, ma collègue et on se rend compte sur les images qu'en fait, il y a, les balcons qui, tremblent complètement à côté de nous. Il y a des vitres qui se cassent. Il y a une fenêtre qui est dans un cadre qui, sort complètement. Donc c'est vrai que tout ça, on s'en est pas rendu compte en fait, sur le moment. ouais. Voilà, il y a cette frappe, il y a ce qu'on vit, il y a les habitants autour et c'est surtout ça qui nous monopolise et puis après coup, on s'est un peu mis sur le côté, voilà, se remettre un peu, des émotions et il y a toujours cette adrénaline, hein, de toute façon qui nous tient. Ouais. Voilà, l'idée c'est de débriefer derrière et de voir est-ce qu'on continue à couvrir, comment on se sent. Et tu arrives du coup à garder la tête froide quand même à la fin, du coup, quand tu reprends tes esprits, tu arrives à justement te dire allez, ok, bon, je continue mon travail et on avance, justement à débriefer. Oui, oui, au final, ça va, tout le monde Ouais, va bien. Il y a pas de dégâts et j'ai envie de dire au contraire, en fait, il se passe quelque chose juste à côté, on a envie allons-y, de quoi. allons-y et puis on a envie aussi de discuter avec les gens pour, recueillir aussi, leurs témoignages, voir Du comment ils coup, se tu sentent. discutes donc effectivement avec la population sur place, notamment au Liban. Comment ça se passe ces échanges? Comment se sent la population actuellement? Moi, je suis partie, il n'y avait pas eu encore, Ouais, cette, ce qui s'est passé là il y a voilà, trois c'est quatre jours. qu'il y a quelques jours, cette, frappe qui a tué, plus de 350 personnes, en l'espace de 10 minutes. Donc ça, c'est quelque chose qui a encore plus, choqué, la population. Mais déjà, moi, quand j'y étais, ils avaient le sentiment d'être partis, dans une guerre qui ne les concernait pas vraiment. Il y a la situation en Iran, il y a la situation, au Liban. Il y en a beaucoup qui sont un peu fatigués d'être, dans un pays qui est continuellement, en guerre avec, cette crainte toujours pour leur vie. Une jeune femme qui m'a impressionnée, qui, a dû fuir le sud, a dû fuir, sa ville, du sud et qui s'était réfugiée à Beyrouth. Ok. Elle avait seulement 18 ans, elle a toujours seulement 18 ans, et elle me disait, bah, voilà, on a fui, on a pris quelques affaires, on est monté, se réfugier à Beyrouth qui n'est pas forcément en plus, toujours, Plus sûr, l'endroit ouais. le plus sûr, Mm. mais c'était ce qu'ils avaient fait à l'époque et quand je lui demandais, voilà, comment cette fuite s'était passée, elle me regarde et elle me dit, «Bah, en fait, c'est pas la première fois. J'ai déjà dû fuir en 2024, il y avait déjà la guerre, le sud se faisait déjà bombarder. On a dû à ce moment-là partir. La première fois, c'était vraiment impressionnant, mais là, au final, je sais comment ça se passe. Je suis habituée. On s'habitue à tout et c'est terrible, mais C'est il y a terrible. beaucoup de populations, qui, s'habituent à la guerre». C'est ça qui est fou, c'est ouais, s'habituer en fait à la guerre, ça c'est quelque chose.
On peut même pas l'imaginer en fait. Et Oui, c'est marrant parce que si je rebondis là-dessus, en fait, avant de préparer, l'épisode, enfin pour préparer l'épisode, j'ai ma grand-mère qui m'a appelé un peu random et elle m'a dit, donc: «Ah, tu viens interviewer Claire Cambier?» Je dis: «Oui, oui, tu la connais?» Elle me dit: «Oui, bah, je regardais LCI, tout ça». Je dis: «OK, super», et en fait, ma grand-mère, elle a vécu, finalement la guerre, mais ici en Europe, parce qu'elle oui, est née en 40, bon, elle était petite. Et justement, je lui disais: «Mais, toi, psychologiquement, parce que nous, on peut pas se mettre à leur place». Je veux dire, on a grandi dans un monde, en paix. en paix globalement. Alors il se passait des choses forcément, mais je veux dire, on a Mais nous, pas dans pour notre même pays. voilà, c'est ça, et pour même tous les gens qui sont ici, on a grandi dans le monde de l'Amérique d'Obama. Enfin, je veux dire, c'était plutôt stable, voilà, il y avait des choses qui allaient pas, mais ça allait. Et je disais: «Comment on peut se mettre psychologiquement justement dans ce truc «d'habitude» entre guillemets où oui, on est habitué à la guerre ou comment on peut dire ça en fait en tant Bah, qu'humain?» parce qu'ils n'ont pas le choix. Et en fait, c'est ça, et c'est exactement ce qu'elle me disait. Elle me disait: «Mais en fait, moi, des fois, j'étais dans un champ, je regardais les vaches, il y a une bombe qui tombait pas loin, je me rendais même pas compte de Mmh. ce qui se passait». Et j'ai dit: «C'est fou, c'est fou». Parce qu'en plus, elle était petite, donc on se rendait encore moins compte, mais c'était sa vie et elle voyait Après pas. aussi, il y a une certaine beauté là-dedans. C'est aussi, cette volonté de continuer à vivre et d'avoir Ouais, aussi des moments joyeux, dans des situations, compliquées. ouais, c'est ça, ouais, ouais, et c'est vrai que ça, c'est important justement de garder, je pense, cette humanité, et justement, toi, est-ce que tu as vécu d'autres, situations dangereuses? Ou c'était vraiment la situation la plus dangereuse que tu as vécue là, ici, au Non, Liban? des bombardements, il y en a j'en ai connu d'autres. Là, la particularité, c'est qu'on est en plein direct, Ouais, donc du coup, c'est rapporté, à l'antenne. ouais. Après, il y a, effectivement d'autres situations où, on peut être très, très, très près du front et où effectivement des bombardements impressionnants, on en a aussi, mais Là, c'était la le différence, c'est public, vraiment les caméras, en fait. ressemble. Ça, Mmh. mais quelle image un peu ou la conversation t'a justement le plus marqué? Une conversation peut-être avec un habitant, Parce que là, tu as un exemple, que ce soit au Liban ou en Ukraine? En Ukraine, il y a cette difficulté aujourd'hui à trouver des nouvelles recrues, qui Ouais. sont prêtes à aller sur le front. Au début de la guerre, il y a eu énormément de volontaires. Ils sont de plus en plus Au jeunes bout en de plus, j'imagine? Oui, et Ouais. puis, au bout de 4 ans, il y a aussi, cette, connaissance malheureusement, quand on voit, tous ses amis, revenir, estropiés, du front, tout le monde a, quelqu'un, de près ou de loin, qui est mort aussi sur le front. Donc c'est, plus compliqué et c'est normal de trouver des nouvelles recrues. Donc, il y en a certaines qui sont, un peu convoquées et obligées d'y aller. Il y a un homme qui m'expliquait, qu'il essayait de fuir un petit peu les autorités. Il était sorti une fois, parce que c'était une fête fériée, il allait, chez le coiffeur. Il est sorti du coiffeur, il se dit: «Mais c'est pas possible et ce jour-là, je me fais prendre». Et donc il s'est retrouvé, sur le front et je lui demandais donc du coup comment il vivait en fait, ce changement de situation et il me dit: «Mais au final, je me suis rendu compte que si moi j'y allais pas, mais qui allait y aller?» Et donc du coup, il s'était fait une raison et il avait accepté, sa situation et il est, même, devenu un petit peu une star des réseaux sociaux à faire quelques interviews, OK. donc Ah j'ai OK, j'avais ouais, pas vu. Ah c'est fou. une situation difficile. Ouais, et justement, est-ce que, toi, ton rapport aux gens, justement, ici à Paris, par exemple, quand tu reviens, bah, de ces zones de conflit, est-ce que ton rapport aux gens a un peu changé? Par exemple, est-ce que tu peux trouver, je sais pas, que certaines conversations peuvent être futiles ou certains Oui. problèmes, ouais? Non, mais ça, c'est, quelque chose, il faut faire attention, je pense, Oui, en fait, oui, oui. et d'ailleurs, je fais pas que du terrain de conflit. Il y a des journalistes, ils ont, limite pas d'appartement, en France. Ils ne font, que des voyages sur des terrains de conflit, au Moyen-Orient, en Afrique, en Ukraine et ils ne vivent que ça et je pense que pour des personnes qui sont vraiment, baignées dedans tous les jours, c'est parfois difficile de se raccrocher à, la réalité, de la France, du quotidien des Français. Mais je pense que c'est important c'est important parce que c'est ça aussi qui nous permet, de rester dans le réel et de comprendre aussi, ce que vivent, nos proches, nos voisins et de pas oublier que, ah mon conjoint, il a un petit, souci au boulot, bah, en fait, oui, si, c'est important aussi Oui, à et son on doit être niveau là pour, aussi pour ça. oui, oui, Il ne oui. faut pas être, détaché de tout, je pense que c'est important de garder, Ça te remet un peu les ce pieds lien. sur terre finalement, Exactement. oui.
une autre réalité. Mmh. Et est-ce que justement, tu as déjà été rattrapé un peu par, parce que tu dois garder une certaine neutralité comme je disais juste avant, sur tes interviews sur le terrain, ou avec les personnes que tu rencontres et cetera. Est-ce qu'à un moment donné, tu as déjà été rattrapé par l'empathie, justement, parce que, bah, en tant qu'humaine, à un moment donné, tu reçois un témoignage qui est tellement dur Mmh. ou alors tu te rends compte des situations qui est vraiment dure, où tu te dis, «Ah ouais, là, tu es dépassé un peu par ton empathie, quoi». Oui, oui, il y a des interviews qui peuvent être, ouais, extrêmement fortes et extrêmement dures à entendre. Des fois, ça peut être difficile justement d'être là et de se dire, «Je recueille ce témoignage, de cette femme qui, m'explique, bah, qu'elle a perdu, son mari, qu'elle, est partie, avec, ses enfants, devant sa maison détruite». C'est lourd et je me Ouais, dis: «Voilà, moi, je recueille son témoignage et je vais rentrer, tranquillement, chez moi, dans 2-3 semaines», et je les abandonne un petit peu à leur sort. c'est ça. Donc ça, j'en avais parlé, autour de moi et finalement, en fait, on se dit: «Oui, mais on rapporte justement le témoignage». Ces personnes, ça leur fait des fois du bien Ouais. de s'exprimer, de sortir, voilà, tout ce qu'ils ont vécu et leurs difficultés et puis, aussi, on montre au monde leur situation, ce qu'il se passe. Alors, ce qui est difficile parfois pour nous, c'est que notre pouvoir de faire changer les choses, il est assez réduit. Ouais. On essaye de communiquer sur, leur situation, voilà, expliquer, ce qui se passe, que ça conduise à des changements. Voilà, c'est ça qui est parfois difficile à Il est réduit, accepter, mais en même temps, il est aussi énorme. mais il est là quand même. Voilà, et je pense que c'est très important justement parce qu'effectivement, oui, c'est pas ça qui va changer une décision politique si on veut parler de parce que je pense que c'est même plus Mmh, de la politique à ce stade pour moi, les gars. Mais, c'est effectivement, ça va pas changer la face du monde, mais par contre, le fait de ramener ce genre de témoignage, je pense que c'est très, très important aujourd'hui, justement rien que pour, informer, bah, soit les jeunes, même oui, oui. toutes les générations en général où, Que les gens soient informés, ouais, pour la guerre en Ukraine, que l'aide ne faiblisse pas. oui, Si, ça, c'est des choses qui peuvent quand même, impacter. Et on le voit d'ailleurs, par exemple, dans le conflit, israélo-palestinien. Le fait, que les journalistes aient été empêchés et sont encore empêchés d'aller dans la bande de Gaza, ça limite l'exposition de la situation. Ça limite, l'éclairage sur, cette population, qui est cloisonné, dans ce petit bout de territoire et donc du coup, c'est aussi, je pense, ce qui explique que l'opinion publique a mis du temps à à comprendre ce qui réagir. se passait et à réagir. C'est vrai que c'est à l'inverse du Liban où tout est surexposé. Effectivement, oui, à Gaza, il y a très peu d'infos qui sortent, ouais. Oui, oui, enfin, en tout cas, il y a plus, d'opportunités de couverture. C'est quoi ton rapport au danger et est-ce que tu as déjà regretté d'être parti? Alors non, j'ai jamais regretté d'être partie. C'est toujours des expériences, extrêmement riches, personnellement et professionnellement et on a quand même ce sentiment de se sentir utile, même si je disais que des fois on aimerait que l'impact soit plus important encore. Oui, tu as ce sentiment des fois de Hem, te sentir justement, pas assez utile? Tu voudrais faire plus? oui, on aimerait faire, Ouais, plus pour tous ces gens qu'on croise sur le terrain, forcément. c'est ça en fait, ouais, ces Hem, chemins, ces vies que tu croises, donc voilà, on apporte notre petite contribution, on se dit que c'est déjà ça, donc il y a une certaine utilité et en réalité, hein, la population sur le terrain, a une vraie reconnaissance et souvent nous remercie justement d'être là, donc c'est quand même, qu'on a un rôle, à jouer. Sur le danger, moi j'aime pas parler de peur. Je OK. pense que quand on a peur sur un terrain comme ça, c'est que déjà on maîtrise plus la situation. On a perdu, la maîtrise et donc du coup, c'est d'ailleurs, pas bon du tout parce que, c'est là qu'on va faire des erreurs et qu'on va se mettre en danger. Donc on parle souvent d'extrême vigilance, quand on est, dans des situations, compliquées, qu'on est, proche du front ou qu'on sait que, potentiellement ça peut bombarder. On a une extrême vigilance, on fait attention à tout, on regarde s'il y a des drones au-dessus de nous. On a une adrénaline, aussi qui nous fait tenir. C'est plus, cette situation en fait, qu'on ressent que de la peur. OK, et justement, ouais, que tu parles des drones et cetera. Eux, cette population est toujours exposée aussi à ça, à ce danger psychologique, cette pression aussi psychologique. Vous, en tant que journaliste, du coup, sur place, vous la ressentez aussi? Oui, oui, oui. Au Liban, notamment, les drones, ils sont, quasiment, constamment, au-dessus de nos têtes. On les entend
Et c'est quelque chose qui agace d'ailleurs énormément la population, Ouais. forcément. Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est des drones d'observation. En Ukraine, c'est sur le front, c'est plus des drones d'attaque. Et souvent, ce qu'on explique, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus dangereux de se déplacer sur une position que d'être sur la position. Parce que là, on a découvert et que notre locomotion peut se rattraper à tout moment. Du coup, effectivement, on va parler après, de la sécurité aussi, que tu as sur le terrain. Mais avant de te poser cette question, je voulais, voir avec toi, qu'est-ce que ton métier aussi t'a pris? Qu'est-ce qui t'a donné? Je sais que tu as fait le choix aussi de ne pas vouloir d'enfant, peut-être par rapport aussi, on évoquait le danger juste avant, pour pas les exposer justement au fait de peut-être perdre leur mère, ce genre de choses. Et est-ce que tu peux me parler aussi peut-être de PTSD, ce Mmh. genre de choses? Sur le choix de ne pas avoir d'enfant, ça, c'est quelque chose qui est aussi personnel. C'est pas forcément que lié au travail que je fais, mais forcément, il y a toujours un lien. Au-delà du danger, c'est aussi qu'on est beaucoup en déplacement, beaucoup sur le terrain, et donc du coup, c'est plus difficile à gérer une vie de famille. Mais il y a des femmes qui le font très bien, et il y a de grandes reporters qui sont mamans et qui arrivent à conjuguer les 2. Donc c'est pas non plus impossible. Ouais, Et je pense aussi que la nouvelle génération aborde les choses différemment, entre le travail de grand reporter et cette vie privée. Je pense que l'ancienne génération a eu plus de difficultés, et l'ancienne génération a eu aussi beaucoup plus des difficultés, je pense, sur tout ce qui est stress post-traumatique. Aujourd'hui, c'est plus connu. ouais. C'est quelque chose qui est suivi, qui est appréhendé. Pour les journalistes, c'est aussi appréhendé pour les militaires. Il y a 20 ans de ça, je pense qu'il n'y avait pas du tout de suivi au sein de l'armée sur ces traumatismes Ça, qui c'est peuvent être fou. connus. C'est assez fou. Ouais. Ouais, ouais. Et donc du coup, c'est voilà, les gens qui ont connu des terrains de conflit, elles devaient juste vivre avec et se débrouiller avec tout ce qu'ils ont vécu et tous les traumatismes qu'ils ont pu avoir. Nous, en tout cas, au sein de LCI et TF1, à chaque fois qu'on va sur un terrain de conflit, on a un rendez-vous médical à notre tour. Alors des fois, c'est juste voilà, une discussion de 5 minutes, hein, ça peut être très rapide, mais c'est vraiment savoir comment on se sent, et si on en exprime le besoin, C'est bien on ça. peut aller, oui, oui, c'est vraiment très bien que ce soit fait. Et si on en exprime le besoin, on peut aller voir un psychologue ou un psychiatre spécialisé qui connaît ces situations et qui peut du coup nous aider. Le médecin peut aussi donner un no-go, entre guillemets, indiquer à la direction: bon, cette personne, elle a vécu quelque chose quand même de très traumatique, il faut le prendre en charge avant qu'elle puisse retourner sur ce type de terrain. Donc là-dessus, on est quand même assez bien encadré, assez bien suivi. Et en amont aussi, vous avez, une petite visite, médicale, psychologique, ou c'est Non, vraiment alors qu'au non. retour? Ouais. Non, on a des formations qui peuvent être faites avec l'armée, qui sont faites avec aussi des personnels de santé spécialisés, des personnes qui connaissent vraiment ces terrains-là, et qui nous expliquent et comment se préparer mentalement, et puis évidemment comment réagir sur le terrain, les premiers secours, comment réagir en cas de bombardement, voilà, comment faire quand on se retrouve à un checkpoint avec soit des militaires, soit des milices Ouais. qui nous veulent pas forcément du bien. Comment dans tous ces types de situations Ouais, vous on êtes doit préparés, réagir. vous avez visé l'entraînement aussi, par exemple, peut-être sur les prises d'otages, sur, ce genre de choses? Comment réagir Oui, justement à ça? alors j'ai fait une formation avec l'armée à Collioure, où effectivement on a eu cette OK. formation prise d'otage. Ça a été assez intense, Ah ouais, assez difficile à j'imagine. vivre. Ouais. Ah ouais, c'est Et on a d'ailleurs créé un groupe d'amis avec tous les journalistes qui étaient présents. Je ouais. pense que c'est quelque chose qui nous a soudés, ouais. Ah c'est j'imagine, Mais ouais. mais voilà, au final, tout est, Tout est OK, tout se passe bien, oui, c'est et puis ouais, on sait que c'est, c'est nécessaire. c'est une mise en situation, Ouais. donc du coup, vraiment pas de danger. Mais Ouais, ouais. voilà, les prises d'otages, c'est peut-être plus, enfin, quoique, j'allais dire, c'est quelque chose qui était plus d'actualité il y a quelques années avec Daesh. Mais on voit que là, il y a cette journaliste américaine qui a été enlevée par des milices pro-iraniennes en Irak, qui heureusement a pu être libérée. Mais au final, oui, c'est des situations qui peuvent être encore Ouais, qui peuvent arriver, et du coup, ça consiste un peu en quoi aujourd'hui. cet entraînement? Est-ce que tu peux m'en parler ou Ouais, cet entraînement, c'était un enlèvement. On est
on est les yeux bandés, on est déshabillés, mis voilà, dans des tenues de prisonniers. On s'est retrouvés dans le noir, dans le froid, isolés, avec des interrogatoires. Voilà, et ça dure pendant des heures et des heures et des heures. Voilà, ils essayent de nous mettre dans des situations de stress pour qu'on ait connu cette expérience et que si par malheur ça nous arrivait Ça dans la revienne vie à réelle, l'esprit. voilà. Et puis on est aussi cette sensation de bon, je suis déjà passé par là, je sais le faire, je vais tenir. Ouais, rassurant un peu. En réalité, les personnes qui ont vraiment connu ce type de situation, c'est bien plus dur, hein, évidemment. Bah, bien sûr, ouais, ouais. Je pense qu'effectivement, ouais, il y a l'entraînement, puis il y a effectivement Voilà. la façon dont ça se passe après Ouais. en réel, ouais, ouais. Non, mais c'est ouais, c'est vraiment effectivement, ça doit être, vraiment intense et du coup, au niveau de la sécurité, vous, sur place, justement, pour éviter genre cette situation, est-ce que vous êtes encadré par les gens de l'armée? Est-ce que vous êtes livré à vous-même? J'imagine que non. Mais est-ce que justement des gens vous suivent un petit peu, qui connaissent vraiment le terrain plus que Alors, vous? ça dépend des rédactions. Les chaînes françaises, nous, on est, généralement des équipes de 3 en tout cas pour, LCI. Donc il y a, le journaliste qui est caméraman, le journaliste, qui est reporter et qui, lui, pose sa voix, raconte les histoires, peut faire les duplex. Et puis, ce qu'on appelle un fixeur, qui est, une personne qui vit sur place, qui est locale et qui nous aide, à traduire les différentes interviews et puis, qui peut aider aussi, sur, l'appréhension du terrain, quand c'est des terrains notamment, nouveaux, pour, nous aider à nous déplacer, par exemple, voilà, ou à obtenir certains contacts, qu'on n'a pas forcément quand on débarque complètement, dans un nouveau terrain. Mais sur la sécurité, on la prend en charge nous-mêmes. Donc on part évidemment avec, gilet pare-balles, casque, on a des balises aussi où on peut, être, traqué et s'il nous arrive un problème, on puisse envoyer des alertes, et être retrouvés. Et sinon, non, c'est à nous à appréhender les risques et à faire en fonction. Après ça peut être différent d'un pays à l'autre. Il y a des pays où c'est, des conflits interarmés, où on va pouvoir, suivre des soldats et donc du coup, bon, c'est pas leur travail, mais mine de rien, eux, ils ont quand même, ça en tête que, ils sont responsables, aussi de nous. Mais dans d'autres terrains où, il y a pas forcément d'armée, où c'est un conflit plus compliqué, avec du terrorisme et cetera, où là la menace est un peu moins, Un peu diffuse, ouais. voilà, visible, elle est plus diffuse. Là, voilà, on doit se débrouiller, de notre côté. C'est différent, par exemple, pour, des grandes chaînes américaines comme, CNN où c'est hyper impressionnant et quand ils se déplacent, ils sont avec des voitures blindées, ils ont des agents de sécurité, ils ont, toute une troupe, c'est c'est impressionnant à Non, voir parce que ça me et fait c'est rire, vraiment différent. bah, oui, c'est les Américains, c'est C'est toujours, les Américains. On n'a pas les mêmes moyens. mais c'est drôle parce que du coup, ouais, tu Et les puis vois ça tes ça collègues, oui, oui, on les voit aussi c'est sur quoi le tu allais dire? terrain, ouais. Excuse-moi? Non, je dis, que je pense aussi que c'est bien d'être dans des équipes, plus réduites parce que Ouais, ça nous permet aussi une plus grande mobilité, oui, voilà, de se déplacer et d'agir un petit peu plus comme on le sent et comme ouais. on on le ressent. Ouais, tu peux te promener un petit peu aussi, «librement» entre guillemets, si je peux dire et faire, ton travail de ton côté des fois, en fait. Voilà et puis Ouais, je pense aussi qu'il y a pas la même approche avec les gens. ouais, oui, oui. Quand on arrive Quand tu avec une avec les équipe de blindés, 10 ouais. alors que, quand on n'est que quelques-uns, l'approche aussi avec, les habitants est forcément différente. Ouais, oui et du coup, ouais, tu les vois un peu tes collègues, sur le terrain comme ça, ouais, Ouais. ça doit être marrant. Vous parlez des C'est fois un peu exactement. entre vous ou, Oui, oui, ouais, bah, ouais? même, dans les petits hôtels qu'on peut trouver, par exemple, près du front ou dans des situations où, Ouais, il y a quelque chose à couvrir, il y a toujours des hôtels qui sont pleins de journalistes. oui, Parce que c'est généralement pas forcément des périodes touristiques donc ces hôtels, ouais. ils sont vides et on peut retrouver, donc du coup tous les collègues qu'on retrouve d'ailleurs, d'un pays à l'autre, hein, c'est souvent, les mêmes Oui. et c'est aussi hyper enrichissant, hein, de retrouver, et les collègues, et français et étrangers, de se donner, des informations, sur, ce qu'on couvre. Oui, vous êtes assez solidaires du coup entre vous? Ah, il y a une éno oui, oui, une très grande solidarité Ça, sur le c'est très terrain. cool. Oui, Ouais, oui. Il y a beaucoup moins ce côté, concurrence, ouais, oui, oui, ouais, évidemment. qu'en plateau, en Ça France ou ouais. ouais, ouais, Ah, ça rapproche bien sûr. et Ouais. puis en plus, avec, des chaînes par exemple étrangères ou, d'autres médias, voilà, c'est pas forcément, on couvre pas les choses de la même façon. Non, c'est ça. Non, c'est bien qu'il se soutient Donc aussi entre vous et justement la mmh.
La transmission, parce que des fois, j'imagine qu'il y a pas de réseau aussi, donc vous avez aussi des téléphones satellites, j'imagine? Ou ce genre de choses? Et effectivement, comment se passe un peu la transmission des infos déjà sur place, quand il y a pas de réseau et cetera? Comment ça se passe un peu ça? Près du front, il y en a pas, Ouais, et on peut en trouver des fois parce qu'il y a des bases militaires et que du coup, il y a des Starlink qui nous permettent, de nous connecter, au Wi-Fi. Mais sinon, effectivement, oui, proche du front, il y a plus de réseau, il y a pas de téléphone, il y a souvent même pas d'électricité, pas d'eau courante, ouais, c'est fou quand voilà, même, donc c'est ouais. on se débrouille. Généralement, on y va, un temps donné. On se déplace, on fait notre reportage, on va chercher nos informations et puis on retourne dans un coin, plus sûr, plus sécurisé, où, là, on peut retrouver, de la connexion. La connexion, nous, on en a besoin pour transmettre, en fait, nos images, pour, transmettre, nos interviews, tout ce qu'on a tourné, Bien sûr. à notre rédaction à Paris. On peut aussi partir nous-mêmes avec des Starlink. Et du coup, envoyer nos images, grâce à ça, quand on est vraiment dans des zones où, c'est des zones blanches où il y a rien du tout. OK et justement, vous êtes, assez équipé, assez léger, j'imagine aussi pour vous déplacer rapidement et cetera? Vous avez vos éléments de Alors on transmission, essaye mais d'être le plus léger possible, ouais. mais en fait avec, le gilet pare-balles, le matériel, caméra et cetera, Oui. on n'est pas tant que ça. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, j'imagine, ouais, mais bon, tu pas sur le terrain avec ta Rimowa, quoi, par Non, non, exemple. non. Oui, oui, c'est sûr qu'on part avec, Ouais, du coup de petites caméras, ouais, ouais, on en tourne beaucoup avec des Z90, ouais. on tourne aussi même avec des iPhones, Oui, bien qui, sûr. Ça fait très bien voilà, qui l'affaire, d'ailleurs. ça fait voilà exactement, l'image est bien et puis dans des situations comme ça un peu, d'urgence, on est aussi, moins sur, l'image hyper, lisse, Ouais. c'est l'essentiel est moins là. Oui, 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 j'imagine, et justement, tu as déjà bah, les nuits sont courtes, j'imagine aussi et En fonction de l'actualité, oui. ouais, Et puis on peut être, réveillé au beau milieu de la nuit, soit par un bombardement, soit même par notre rédaction, qui, qui a dit: «Il faut que vous allez là, il y a un truc qui se voilà, passe», ouais exactement. et ça, justement, il y a j'imagine une certaine fatigue, dans le sens quand vous êtes réveillé comme ça en plein milieu de la nuit, vous devez partir avec, le minimum d'affaires, que vous avez sur vous, enfin, comment ça se passe, justement? Genre, tu dors habillé, tu es déjà à Alors cette éventualité, en fait, que tu dois, te réveiller peut-être? alors oui, normalement, ce qu'on nous apprend, c'est quand on est en fait, quand on est vraiment proche du front, en fait. Ouais, Oui, faut être prêt à partir et à sauter de son lit ou de l'endroit où on dort, et partir, très vite. En règle générale, quand même, je rassure les gens, ça c'est vraiment à la marge. On essaye toujours, en fait et même des fois, on peut faire, 6-7 heures de route dans la journée, pour s'éloigner, en fait, pour, aller couvrir, ce que l'on veut couvrir et ensuite s'éloigner pour se mettre dans un lieu plus sécurisé sécurisé. et où là, du coup, on peut dormir dans de meilleures conditions, et où on peut mettre son pyjama. Et tu as déjà pensé que tu allais pas revenir ou pas? Non, c'est quand même Non? toujours l'objectif, Ouais, c'est c'est l'objectif quand même, hein, c'est de rentrer à la maison. ouais, toi, tu jamais ouais, tu t'es dit: «Ouais, là, on» tu Non, il y jamais a eu, des cette peur, situations compliquées, ouais. mais en tout cas personnellement, j'ai toujours, ce côté positif où je me dis, «Non, ça va aller». Ça, c'est hyper important, effectivement d'avoir bah, ce côté très positif justement de te dire: «Ouais, je suis là, je fais mon travail, je vais rentrer à la maison, tout va bien». Tu es une femme aussi donc du coup sur le terrain, dans un milieu où il y a quand même beaucoup d'hommes, mais c'est pas rare non plus d'être une femme. Vous êtes beaucoup, je On est trouve. beaucoup, on est de Ouais, plus en ouais. plus. Ouais, 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 j'ai remarqué ça et c'est génial parce qu'effectivement c'est un courage qui est vraiment fou et vous avez aussi je pense cette sensibilité dans ce traitement aussi, qui est un peu peut-être différente, de nos traitements, masculin peut-être et qui est justement je trouve ultra positif, peut-être Mmh. même avec, la rencontre des populations sur place, tout ça. Toi, comment tu le vis du coup en tant que femme, justement ça? J'aime pas trop cette question, Oui, moi aussi, je trouve qu'il y a pas beaucoup de différence. Enfin, j'aime me dire mais qu'il y a pas, tant de différence que ça entre les voilà, hommes et les femmes. c'est ça. Mais Je veux pas la mais poser dans le sens effectivement en mode: «Tu une femme, genre tu peux pas aller sur le terrain». C'est pas du tout ça, c'est plus dans le sens, toi justement vu que c'est un milieu quand même, qui de base pouvait être assez masculin à une époque, aujourd'hui est beaucoup oui, plus c'est vrai que féminine. c'était un milieu, très masculin où Ouais, au final la vieille génération, ils sont tous divorcés, c'est aussi les situations de famille et cetera qui expliquent que c'était, masculin et c'était, quelque chose qui était vu comme masculin. ouais, La société, elle évolue et c'est ça qui, permet à de plus en plus de femmes, d'aller sur ce type de terrain. Il y a aussi, le fait qu'on
on tourne avec du matériel de plus en plus léger. Je pense que ça aide aussi, finalement, mine de rien. Je pense qu'effectivement, oui, il y a pas Je pense que de c'est métier féminin ou masculin, c'est plus effectivement, peut-être sur la oui, oui, je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui peuvent se dire, les femmes, elles vont avoir une approche, plus, sur l'humain, aller, plus faire des ouais. reportages, avec des civils, avec, des habitants. En réalité, moi, je connais aussi des grandes reporters, qui, adorent, tout ce qui est, aspect militaire et qui couvrent essentiellement ça donc C'est vrai que je pense qu'il y a une approche, qui peut être plus douce, sur certains aspects. Mais effectivement, par contre, sur le côté enfin moi, par exemple, ce que tu as fait à Beyrouth avec, le missile qui tombe juste derrière toi, c'est complètement dingue, je veux dire et effectivement, là, on voit que enfin, c'est même pas une question de sensibilité. On voit que tu es, effectivement dans ton truc, que tu as un mmh professionnalisme qui est extrême et qui est complètement oui, bien sûr, en tant que femme, bien sûr que tu peux le faire. Genre, c'est pas Ce qui ce un qui sujet. ce qui peut changer en fait avec, d'être une femme sur Ouais, un terrain comme ça, c'est plus l'approche avec les femmes sur le terrain et ouais, je pense que c'est, là finalement aussi notre, plus-value, où des femmes vont peut-être, plus nous parler plus facilement. ouais. On va pouvoir aborder certains, sujets, peut-être plus facilement, qu'un homme. Je pense à des histoires, terribles comme par exemple, des histoires de viol Ouais. où je pense que des femmes sont peut-être un peu plus à l'aise, même si c'est des situations Et au qui sont courant aussi, difficiles et aware de ça, enfin, vous êtes plus effectivement, oui sensible à et puis ça? qu'une une femme va peut-être un peu plus avoir confiance Ouais. en une femme pour se confier et raconter son histoire. Je pense que ça peut aider là-dessus. Et c'est dans ce sens-là que je dis quand je parlais de sensibilité et cetera, c'est dans ce sens-là que je pense qu'effectivement c'est, même essentiel limite d'être une femme sur ce type de métier. Parce qu'effectivement, vous avez une approche qui peut être complètement différente et justement une question de confiance. On fera Ouais. toujours plus confiance à une femme qu'à un homme. Donc voilà, c'est ce côté, Non mais et au Moyen-Orient, je pense aussi que les approches, entre hommes et femmes sont aussi, vues, d'une manière différente donc ouais, il y a certains aspects, ça aide d'être un ouais. homme, parce qu'on est considéré aussi, différemment et puis des fois on a quand même une plus-value et notamment, dans cette approche avec, les femmes ou aussi, peut-être on peut avoir aussi d'autres idées de reportage. Voilà, avoir un champ, plus vaste. Plus vaste, ouais. Et toi qui vis, justement ces situations, est-ce que tu as l'impression d'être aussi très courageuse ou alors c'est juste, c'est inné? Tu te poses même pas la question? Non, je me pose pas la question. Moi, je me vois pas comme courageuse, C'est ça qui est fou. Parce que de mais l'extérieur, ouais, je trouve que c'est un courage qui est immense, c'est un métier très impressionnant. oh, bah, c'est gentil, mais oui, je j'ai du mal ouais, à me l'appliquer à moi-même. C'est fou, mais c'est toujours comme ça, hein, de toute façon. Et toi qui vis aussi et analyses un peu ces conflits, aussi en plateau, est-ce que tu as des choses que tu arrives pas à comprendre justement? Dans le sens où, donc tu analyses aussi donc en plateau sur, quand tu reviens en Oui. France, est-ce que tu as justement des situations où tu te dis: «Bah, pourquoi il y a ce conflit? Pourquoi tout ça? Pourquoi cette souffrance aussi?» Ah oui, oui. Bah, alors, le pourquoi, l'analyse, il y en a toujours une. Il y a toujours, une explication. Elle n'est pas forcément rationnelle, mais, il y a toujours, des éléments qui peuvent, l'expliquer. Donc, comprendre, oui, l'accepter, c'est plus ça, bah, non, pas forcément, ouais. Oui, Il y a effectivement, bah, là, ces temps-ci, enfin et même depuis quelques années, la situation géopolitique, elle est extrêmement compliquée. Alors effectivement, on a beaucoup de travail, mais c'est vrai que pour, le bien-être, du monde, il y a des fois où on aimerait que ça se calme un peu. et tu aimerais justement que les gens soient un peu plus, aware de justement de cette réalité, de ces conflits, Oui et plus puis, sensibles à ça? bah, je pense que si les gens étaient, plus sensibles et comprenaient mieux aussi, ce qui se passe, il y aurait, peut-être moins de conflits aussi et plus, d'entraide également, plus, de compréhension entre les gens, entre les peuples, entre les différentes communautés peut-être. Et au niveau un peu de tes prochaines missions, tu sais un peu ce qui va se passer ou pas encore? C'est vraiment au jour le jour? Non, Ouais, non, là pour l'instant je ne sais pas encore, où je pars. Il y a beaucoup de missions, qui, se décident un peu comme ça, voilà je sais que dans 2 jours, je vais devoir partir, dans tel endroit. Ça dépend énormément de l'actualité. Ça va dépendre de l'évolution, j'imagine du conflit, là, au Moyen-Orient. complètement. Et puis, je peux aussi être amenée parfois à me déplacer à l'international pour des sujets, beaucoup plus légers. Déjà ah oui, OK, donc ça arrive Donc aussi, ouais, tu fais pas que la couverture justement de conflits, tu fais aussi, non, voilà, ouais, j'ai pu, ouais, couvrir, des incendies en Grèce, je sais pas moi, l'élection présidentielle à Taïwan OK. ou, C'est un vrai sujet, ça c'est des ouais, ça doit sujets être, plus froids, ouais, ouais, oui. OK, ouais, des sujets un peu plus, ouais, «soft» entre guillemets, voilà. ouais. Mais
qui sont pas moins intéressants en tout cas, Qui sont parce pas que moins intéressants. notamment Exactement, les élections notamment à pour la Taïwan, compréhension du monde, c'était un sacré sujet. Avant de terminer, est-ce que tu aurais un message ou une valeur que tu aimerais faire passer aussi à l'issue de cet entretien, du coup, ensemble? Bah, la valeur, je pense, ce qui ressort beaucoup sur ces terrains-là, c'est, la solidarité et ça, c'est quelque chose qui, dans des situations où il peut y avoir, des bombardements où des fois on perd un peu foi en l'humanité, bah, ça fait du bien, parce qu'il y a, toujours, des moments de solidarité, d'entraide, et je pense que c'est important et c'est la plus belle des valeurs. Ouais, dans un moment en fait qui est profondément inhumain, tu retrouves un peu d'humanité, Voilà, oui, c'est des personnes qui vont héberger, des réfugiés, des personnes qui, vont, parce qu'il y a un bombardement, aider, des personnes à s'en sortir, à trouver un abri, il y a, toujours, oui, de la solidarité ou, des habitants qui vont, se rapprocher du front, pour apporter de l'aide humanitaire, pour ceux qui restent là, il y a toujours des moments de solidarité, ouais. c'est, On dit souvent la guerre, ça fait ressortir le pire et le meilleur de l'homme et et c'est beau quand on voit le meilleur. ouais, c'est ça. Donc ça peut être aussi des élans de courage, Oui. des personnes qui vont oser, prendre les armes et puis, aussi, des personnes qui, vont, juste apporter leur aide, avec leurs propres moyens. Ouais, c'est fou, quand même d'en arriver à cette situation justement pour avoir, ce sursaut entre guillemets «d'humanité», je Mmh. pense qu'on aurait peut-être pas besoin de ça, mais bon. Que l'on soit familier avec quelqu'un ou non dans un pays en guerre, on est tous à minimum 1 ou 2 personnes de quelqu'un qui la vit. C'est une autre réalité. Une réalité que les journalistes de guerre nous racontent. Ce sont des témoignages extrêmement précieux. Il y a 2 générations, c'était sur notre continent, à nous. Aujourd'hui, ça s'est déplacé, un peu plus loin et c'est pas que des images, justement, c'est bien réel, comme Claire vient de nous le raconter. Et pour la foi en l'humanité, on devrait tous dire non à cette violence, à cette guerre. C'est pour ça que je tenais à faire cet épisode aujourd'hui, qui était, non sans émotion. Merci Claire d'être venue dans l'Expresso s'il vous plaît, d'avoir raconté ton histoire. Merci à toi. C'était vraiment, je suis un peu ému à la fin de l'épisode et vraiment merci beaucoup pour, ce beau témoignage et ces beaux messages, notamment sur la fin. Merci beaucoup.